Mikhail Bulgakov, Le Maître et Marguerite. Mais qui es-tu enfin? Je suis une partie de cette puissance qui veut éternellement le mal et fait éternellement le bien. Goethe, Faust. Première partie. Chapitre 1. Ne parlez pas aux inconnus. Par un torride crépuscule de printemps, au bord des étangs du Patriarche, parurent deux citoyens. Le premier, plus ou moins quadragénaire, vêtu d'un complet veston d'été de couleur grise, était de petite taille, les cheveux noirs, bedonnants, le crâne dégarni, tenant à la main un panama des plus élégants, tandis que son visage, soigneusement rasé, était orné de lunettes d'une dimension surnaturelle à monture d'écailles noires. Le second, un jeune homme trapu, aux cheveux presque roux, les mèches en bataille, coiffé d'une casquette à carreaux repoussée sur la nuque, portait une chemise de bûcheron, un pantalon blanc fripé et des espadrilles noires. Le premier n'était autre que Mikhail Alexandrovitch Berlioz, rédacteur en chef d'une épaisse revue littéraire et président de l'une des plus importantes associations d'écrivains de Moscou, que l'on appelait en abrégé le Massoli. Et l'autre, son jeune compagnon, était le poète Ivan Nikolaïevitch Poniryov, écrivant sous le pseudonyme de 100 logis. Parvenus sous les ombrages de tilleuls dont le verre pointait à peine, les deux écrivains commencèrent par se précipiter vers le petit kiosque aux couleurs bariolées qui indiquait « bière et eau ». Oui, force nous est de noter la première étrangeté de cette effrayante soirée de mai. Ce n'est pas seulement près du kiosque, mais dans toute l'allée parallèle à la rue Malaya-Bronaya, qu'il s'avéra qu'il n'y avait pas âme qui vive. À cette heure où semble-t-il les forces vous manquaient même pour respirer, où le soleil après avoir chauffé Moscou à blanc se laissait rouler dans une brume sèche quelque part derrière la ceinture des jardins, personne ne vint sous les tilleuls, personne ne s'assit sur le banc, elle était déserte cette allée. « De la narsan » demanda Berlioz. « Y a pas de narsan » répondit la femme dans le kiosque, et allait savoir pourquoi, elle se renfrogna. « À une bière alors » s'enquit sans logis d'une voix altérée. « La bière, elle est livrée le soir » répondit la femme. « Vous avez quoi alors ?»« De la gazeuse abricot, mais tiède » dit la femme. « Ça va, donnez. » La gazeuse abricot émit une abondante mousse jaune et une odeur de coiffeur envahit l'atmosphère. Les hommes de lettres burent et furent immédiatement pris de hoquet. Ils payèrent et s'assirent sur un banc face à l'étang, de dos à la Malaya-Bronaya. Ici se produisit la deuxième étrangeté qui ne toucha que le seul Berlioz. Son hoquet lui passa soudain. Son cœur se mit à battre d'un coup, très fort, et l'espace d'une seconde, il tomba dans Dieu sait quel gouffre, puis il en revint, mais avec comme une aiguille émoussée plantée à l'intérieur. En plus, Berlioz fut saisi d'une terreur irraisonnée mais si profonde qu'il lui vint l'envie de prendre ses jambes à son cou et de s'enfuir loin des étangs du Patriarche. Berlioz lança autour de lui un regard anxieux sans comprendre ce qui avait pu lui faire peur. Il blêmit, s'essuya le front avec son mouchoir et se dit « Qu'est-ce que j'ai ? Ça ne m'était jamais arrivé. Le cœur qui bat la breloque, le surmenage. Je crois qu'il est temps de tout envoyer au diable. Et hop, une cure à Kislovodsk. » Mais là, l'air torride s'épaissit devant lui, et ce qui se trama dans cet air, ce fut un citoyen transparent d'une apparence des plus étranges. Une petite casquette de jockey sur une petite tête, un petit veston à carreaux étriqués, aérien, lui aussi. Le citoyen faisait dans les 2 mètres de haut, mais il avait les épaules étroites, il était d'une maigreur stupéfiante, et avec une figure, je vous prie de le noter, moqueuse. Le mode de vie de Berlioz ne l'avait pas habitué aux phénomènes hors du commun. Blêmissant encore davantage, il écarquilla les yeux et se dit très confus « C'est pas possible !» Mais hélas, ça l'était, et le long citoyen à travers duquel on voyait se balançait devant lui, de droite à gauche, sans toucher terre. Là, l'épouvante saisit Berlioz au point qu'il ferma les yeux, et quand il les rouvrit,
il vit que tout était fini, le mirage s'était dissipé, l'être à carreaux avait disparu, et en même temps, cette aiguille émoussée était sortie de son cœur. « Oh, diable !» s'exclama le rédacteur. « Tu sais, Ivan, j'ai failli faire une attaque avec cette chaleur, j'ai même eu une espèce d'hallucination. » Il s'efforça de ricaner, mais l'inquiétude palpitait toujours dans ses yeux et il avait les mains tremblantes. Cependant, peu à peu, il se calma, s'éventa de son mouchoir et déclara d'un ton assez alerte « Bon, et donc, puis, il reprit son discours, interrompu par la gazeuse abricot. Ce discours, comme on l'apprit par la suite, concernait Jésus-Christ. Le fait est que le rédacteur avait commandé au poète, pour un prochain numéro de la revue, un grand poème anti-religieux. Ce poème, Ivan Nikolaïevitch l'avait composé, et même dans un délai très bref. Mais hélas, le rédacteur en était resté totalement insatisfait. Le personnage principal de son poème, à savoir le Christ, sans logis, l'avait peint en couleur très noire, et néanmoins, il fallait réécrire, selon le rédacteur, de fond en comble, tout le poème. Et donc à présent, le rédacteur faisait au poète une espèce de conférence sur Jésus, afin de faire saisir au poète son erreur de base. Il est difficile de dire ce qui était vraiment à l'origine de l'échec d'Ivan Nikolaïevitch, son art de la description ou sa totale ignorance du sujet qu'il traitait. Toujours est-il que son Jésus était un Jésus, mais totalement vivant, tel qu'il avait vécu au temps jadis, à cela près qu'il était un Jésus doté de tous les défauts imaginables. Berlioz, quant à lui, voulait démontrer au poète que l'essentiel n'était pas de savoir comment était Jésus, s'il était bien ou pas bien, mais le fait que Jésus, n'est-ce pas, en tant qu'individu, n'avait jamais existé, et que tous les récits qu'on avait faits sur lui, c'étaient de simples inventions, un mythe on ne peut plus commun. Il est à préciser que le rédacteur était un homme lettré, que son discours se référait avec une grande maîtrise aux historiens de l'Antiquité, par exemple, au célèbre Philon d'Alexandrie ou à Flavius Joseph, un homme à la culture si brillante, lesquels n'avaient ni l'un ni l'autre mentionné une seule fois l'existence de Jésus. Étalant sa solide érudition, Mikhaïl Alexandrovitch en profita pour apprendre, entre autres, au poète, que le passage du livre 14, chapitre 44 des célèbres Annales de Tacite, où l'on parle de l'exécution de Jésus, n'était rien d'autre qu'un faux tardif, une extrapolation. Le poète, pour qui tout ce que lui apprenait le rédacteur était nouveau, écoutait attentivement Mikhaïl Alexandrovitch, dardant sur lui ses yeux vifs et alertes, et ne succombant que de loin en loin au hoquet qui lui faisait maudire dans un murmure sa gazeuse abricot. « Il n'y a pas une seule religion orientale, disait Berlioz, qui ne veuille qu'une vierge enfante un dieu, et les chrétiens qui n'ont rien inventé de neuf ont exactement sur le même modèle créé leur Jésus qui, en réalité, n'a simplement jamais existé, et c'est bien là-dessus qu'il faut mettre l'accent principal. » Le ténor léger de Berlioz s'élevait dans l'allée déserte, et plus Mikhaïl Alexandrovitch s'enfonçait en des maquis, ou ne peut s'enfoncer sans risquer de s'y tordre le cou qu'un homme des plus instruits, le poète apprenait force choses utiles et pleines d'intérêt sur Osiris l'Égyptien, le généreux fils du ciel et de la terre, et sur le dieu phénicien Tammuz, et sur Marduk, et même sur ce dieu terrifiant, quoique moins connu, qu'était Huitzilopochtli, auquel les Aztèques au Mexique vouaient une haute vénération. Et c'est à l'instant précis où Mikhaïl Alexandrovitch racontait au poète la façon dont les Aztèques utilisaient de la pâte pour faire des figurines de Huitzilopochtli que surgit dans l'allée le premier homme. Par la suite, alors que, pour tout dire, il était trop tard, différents services présentèrent des fiches de renseignements qui décrivaient cet homme. La confrontation de ces fiches ne peut que susciter la stupeur. Ainsi, la première disait-elle que cet homme était de petite taille, qu'il avait des dents en or et boitait de la jambe droite. L'autre, que l'homme était d'une taille gigantesque, que ses couronnes étaient de platine, qu'il boitait de la jambe gauche. La troisième déclarait laconique que l'homme n'avait aucun signe particulier. Il nous faut avouer qu'aucune de ces fiches ne vaut un pet de lapin. Premier point. Le sujet décrit ne boitait ni de la jambe droite ni de la jambe gauche, et il n'était ni petit ni gigantesque, mais juste grand.
Quant à sa dentition, du côté gauche il avait des couronnes en platine et du côté droit en or. Il portait un costume gris très chic et des souliers de marque étrangère assortis à son costume. Il avait crânement rabattu son béret gris sur son oreille, portait sous l'aisselle une canne dont le pommeau semblait être une tête de caniche, d'apparence, la petite quarantaine, la bouche un peu de travers, rasée de frais, brun, l'œil droit, noir, le gauche, allez savoir pourquoi, vert, les sourcils noirs, mais un plus haut que l'autre, en bref, un étranger. Passant devant le banc qu'occupaient le rédacteur et le poète, l'étranger les lorgna, s'arrêta et s'assit soudain sur le banc d'à côté, à 2 pas des amis. « Un Allemand », pensa Berlioz. « Un Anglais », pensa Sanlogis. « N'empêche, il porte des gants par cette chaleur. » Or l'étranger parcourut du regard les grands immeubles qui se dressaient en carré autour de l'étang, et il devint clair qu'il voyait cet endroit pour la première fois et qu'il le trouvait intéressant. Il arrêta son regard sur les étages supérieurs dont les vitres renvoyaient un soleil brisé qui se couchait à jamais pour Mikhaïl Alexandrovitch. Puis, il le fit courir plus bas où les vitres commençaient à s'assombrir, eut, on ne sait pourquoi, une espèce de ricanement condescendant, plissa les yeux, posa ses mains sur le pommeau de sa canne et le menton sur les mains. « Toi, Ivan, disait Berlioz, tu as très bien et très satiriquement décrit la naissance, disons, de Jésus, fils de Dieu, mais tout le piquant vient de ce qu'avant Jésus, il y a toute une ribambelle de fils de Dieu qui sont nés, le Phénicien Adonis, le Phrygien Attis, le Persan Mithra, bref, aucun d'eux n'est jamais né et n'a jamais existé, pas plus Jésus que les autres, et il est indispensable qu'au lieu de la naissance, ou, mettons, de l'arrivée des mages, tu évoques les bruits absurdes à propos de cette arrivée. Sinon, ce qui découle de ton récit, c'est qu'il est vraiment né. Ici, Sanlogis tenta de retenir son souffle pour suspendre le hoquet qui montait, ce qui le fit octer d'une façon encore plus pénible et sonore, et à ce même moment, Berlioz interrompit son discours parce que l'étranger s'était soudain levé, se dirigeant vers les écrivains. Ces derniers le regardèrent avec surprise. « Excusez-moi, je vous prie », dit avec un accent étranger mais sans déformer les mots celui qui venait de s'approcher. Si sans vous connaître, je me permets, mais le sujet de votre conversation est si intéressant que, ici, il ôta poliment son béret et les 2 amis ne purent que se lever et saluer. Ah non, plutôt un Français, pensa Berlioz. Un Polonais, pensa Sanlogis. Force est d'ajouter que, sur le poète, l'étranger fit dès les premiers mots une impression détestable, alors qu'à Berlioz, il avait plutôt plu, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'il lui avait plu, mais, comment dire, il l'avait, dirons-nous, intéressé. « Puis-je m'asseoir » demanda poliment l'étranger, et les amis, on ne sait pourquoi, s'écartèrent sans même l'avoir voulu. L'étranger se glissa habilement au centre et entra tout de suite dans la conversation. « Si j'ai bien entendu, monsieur dit que Jésus n'a jamais existé ?» demanda l'étranger, tournant vers Berlioz son œil vert, l'œil de gauche. « Oui, vous avez bien entendu, » répondit Berlioz avec courtoisie. « C'est précisément ce que je disais. »« Ah, comme c'est intéressant !» s'exclama l'étranger. « Mais où diable veut-il en venir ?» pensa Sanlogis, et il se renfrogna. « Et vous étiez d'accord avec votre interlocuteur ?» s'enquit l'inconnu, se tournant à droite vers Sanlogis. « À fond !» confirma celui-ci, car il aimait employer des expressions figurées et populaires. « Stupéfiant !» s'exclama l'interlocuteur qui s'était imposé, et puis, après avoir, on ne sait pourquoi, lancé à la ronde des regards furtifs, et en baissant une voix qui était déjà basse, il dit « Pardonnez-moi si j'insiste, mais d'après ce que j'ai compris, par-dessus le marché, vous ne croyez même pas en Dieu ?» Il roula des yeux effrayés et ajouta « Je vous le jure, je ne le dirai à personne. » « Non, nous ne croyons pas en Dieu, » répondit Berlioz, souriant quelque peu de l'effroi du touriste, « mais on peut en parler en toute liberté. »
L'étranger se rejeta contre le dossier du banc et demanda avec une espèce même de petit cri de surprise « Vous êtes athée ?» « Oui, nous sommes athées, » répondit en souriant Berlioz, tandis que son logis pensait avec colère « Une vraie teigne, ce crétin d'étranger !»« Ah, comme c'est charmant !» s'écria l'étonnant étranger, et il se mit à tourner la tête en regardant tantôt l'un, tantôt l'autre des deux hommes de lettres. « Dans notre pays, l'athéisme ne surprend personne, » dit Berlioz avec une politesse diplomatique. « La majorité de notre population a cessé depuis longtemps et en toute conscience de croire aux fables sur le bon Dieu. » Ici, l'étranger leur sortit un de ses tours. Il se leva et serra la main du rédacteur stupéfait en prononçant ces paroles. « Laissez-moi vous remercier du fond du cœur. » « Pourquoi vous le remerciez ?» s'enquit sans logique, clignant des yeux. « Pour cette information capitale du plus haut intérêt pour moi en tant que voyageur, » expliqua ce toquet d'étranger en levant l'index dans un geste qui se voulait lourd de sens. Cette information capitale avait, de fait, selon toute apparence, produit une impression profonde sur le voyageur, parce qu'il fit courir un regard effrayé sur les immeubles, comme s'il s'attendait à voir un athée derrière chaque carreau. « Non, ce n'est pas un Anglais, » pensa Berlioz, tandis que son logis pensait « Mais où a-t-il trouvé le moyen d'apprendre aussi bien le russe? C'est ça qui m'intéresse. » Et il se renfrogna à nouveau. « Mais permettez-moi de vous demander, » reprit l'étranger après un temps de méditation anxieuse, « que faire des preuves de l'existence de Dieu qui sont, comme nous le savons, au nombre de 5 ?»« Hélas, » répondit Berlioz avec commisération, « aucune de ces preuves ne vaut rien, et l'humanité les a jetées aux oubliettes depuis longtemps. Vous m'accorderez que, du point de vue de la raison, aucune preuve de l'existence de Dieu n'est valide. »« Bravo !» s'écria l'étranger. « Bravo ! Vous avez pleinement repris l'idée de ce vieillard perpétuellement inquiet qu'était Emmanuel Kant sur la question. Mais voilà où c'est drôle. Il a réduit à néant les 5 preuves et ensuite, comme pour se moquer de lui-même, il en a fabriqué une 6e, la sienne propre. « La preuve de Kant, » répliqua le rédacteur érudit avec un fin sourire, est elle aussi peu convaincante. Schiller avait raison de dire que les réflexions de Kant sur cette question ne peuvent satisfaire que les esclaves. Quant à Strauss, lui, cette preuve le faisait simplement rire. Berlioz parlait et en même temps pensait « Mais quand même, qui est-ce et comment se fait-il qu'il parle si bien russe ?» « Je le prendrai, moi, ce Kant, et pour ses preuves, tiens, je l'enverrai faire 3 ans au Solovki, lança tout à trac Ivan Nikolaïevitch. « Ivan !» chuchota Berlioz gêné. Mais la proposition d'envoyer Kant au Solovki, loin de choquer l'étranger, l'enthousiasma. « Parfaitement, parfaitement !» s'écria-t-il, et son œil vert tourné vers Berlioz se mit à luire. « C'est là qui serait le mieux. C'est bien ce que je lui disais au petit déjeuner. Professeur, tournez ça comme vous voulez, mais votre preuve, elle est bancale, c'est peut-être intelligent, mais c'est drôlement dur à comprendre. Tout le monde se moquera de vous. » Berlioz écarquilla les yeux. « Au petit déjeuner, à Kant ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» pensa-t-il. « Mais, » poursuivit l'étranger, s'adressant au poète, sans du tout s'émouvoir de la stupeur de Berlioz, l'enfermer au Solovki est impossible pour la raison que depuis plus de 100 ans, il se trouve en des endroits beaucoup plus éloignés que les Solovki, et qu'il n'y a absolument aucun moyen de l'en faire sortir, je vous assure. « Dommage, » répliqua le poète vindicatif. « Oui, certes, c'est dommage, » confirma l'inconnu, l'œil luisant, et il poursuivit. « Mais voilà la question qui m'inquiète. Si Dieu n'existe pas, alors... qui donc dirige la vie de l'homme et, en général, tout l'ordre sur la terre ?»« C'est l'homme lui-même qui dirige », s'empressa de répondre sans logis, agacé par cette question, il faut l'avouer, un peu obscure. « Pardon, mais, » reprit affable l'inconnu, « pour diriger, il faut avoir, qu'on le veuille ou non, un plan précis portant sur un laps de temps un tant soit peu décent. Permettez-moi de vous demander comment l'homme peut diriger quoi que ce soit si non seulement il est privé de la possibilité de bâtir un plan quelconque sur un délai même ridiculement bref, ne serait-ce qu'un petit millier d'années,
mais s'il n'est même pas capable d'être sûr de sa journée de demain. Et de fait, et ici, l'inconnu se tourna vers Berlioz. Imaginez que vous, par exemple, vous vous mettiez à diriger, à disposer des autres et de vous-même, et en général, pour ainsi dire, à y prendre goût, et brusquement, vous avez un sarcome du poumon. Ici, l'étranger eut un petit ricanement, comme si l'idée du sarcome du poumon lui faisait plaisir. Oui, un sarcome. Il répéta ce mot si bien sonnant en plissant les yeux comme un chat. Et toute votre direction, elle prend fin. Et là, le seul destin qui vous intéresse, c'est le vôtre. Vos proches commencent à vous mentir. Vous flairez que ça sent le sapin. Vous courez les spécialistes, puis les charlatans et parfois même les voyantes. Les trois démarches sont tout aussi absurdes, vous comprenez bien. Et tout ça se termine tragiquement. Celui qui naguère encore croyait qu'il dirigeait quelque chose se retrouve soudain immobile, couché dans une boîte en bois, et son entourage, comprenant que celui qui est couché là n'a plus le moindre intérêt, le brûle dans un four. Et parfois c'est encore pire. À peine votre bonhomme a-t-il l'idée de faire une cure à Kislovodsk. Ici, l'étranger plissa les yeux en regardant Berlioz. Une bagatelle, on pourrait croire, mais même ça, il ne peut pas y arriver parce que personne ne sait pourquoi, d'un coup, il glisse et il se retrouve sous un tramway. Vous n'allez pas me dire quand même que c'est lui qui s'est dirigé lui-même pour en arriver là. N'est-il pas juste de penser qu'il y a quelqu'un de totalement autre qui le dirige? Et là, l'inconnu eut une espèce de petit rire étrange. Berlioz avait écouté avec la plus grande attention ce récit déplaisant sur le sarcome et le tramway, et toutes sortes de pensées anxieuses se mirent à le tourmenter. « Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas un étranger, pensait-il. C'est un type des plus bizarres. Mais permettez, qui est-ce donc ?»« Vous voulez fumer, à ce que je vois ?» fit l'étranger s'adressant soudain à son logis. « Vous préférez lesquels? Parce que vous en avez plusieurs sortes ?» demanda d'un air sombre le poète à court de cigarette. « Lesquels préférez-vous » répéta l'inconnu. Notre marque, répondit sans logis d'un ton hargneux. L'inconnu sortit tout de suite un étui à cigarette de sa poche et le présenta à son logis. Notre marque. Ce qui frappa surtout le rédacteur et le poète, ce ne fut pas tant qu'il y eut précisément des notre marque dans l'étui, mais l'étui lui-même. Il était d'une taille énorme, tout d'or rouge, et sur son couvercle, au moment où il s'ouvrit, ils virent briller la flamme bleue et blanche d'un triangle de diamants. Là, les pensées des hommes de lettres divergèrent. Berlioz, non, un étranger et sans logis. Ah bah le diable alors! Le poète et le propriétaire de l'étui à cigarette allumèrent une cigarette tandis que Berlioz, non fumeur, déclinait l'invitation. Il faut que je lui réponde, décida Berlioz. Oui, l'homme est mortel, personne ne dit le contraire, mais le fait est que... Or, il n'avait pas eu le temps de prononcer ces mots que déjà l'étranger reprenait. Oui, l'homme est mortel, mais ça ne serait pas encore trop grave. Le problème est qu'il est parfois mortel subitement. Et le hic, il est là. Et en général, il ne peut pas dire ce qu'il va faire le soir même. Une sorte de manière inepte de poser la question, se dit Berlioz, et il répliqua. Non, là quand même vous exagérez. Ce qui va se produire ce soir, je le sais de façon plus ou moins certaine. Il va de soi que si, passant rue Bronaïa, je me prends une brique sur la tête... La brique, l'interrompit l'inconnu avec insistance, vous ne vous la prendrez jamais sur la tête sans motif. En particulier, je vous assure que ça ne vous menace pas le moins du monde. Vous mourrez d'une autre mort. Vous savez peut-être laquelle, s'enquit Berlioz avec une ironie bien naturelle, non sans se laisser entraîner dans une espèce de conversation réellement inepte. Et vous pouvez me le dire? Volontiers, répliqua l'inconnu. Il toisa Berlioz, à la manière d'un tailleur qui prendrait des mesures pour un costume. Ensuite de quoi, il marmonna les dents serrées quelque chose comme 1, 2, Mercure, dans la deuxième loge, la lune a disparu, 6, malheur, soir,
7. Et puis, d'une voix sonore et joyeuse, il déclara « Vous serez décapité !» Sans-Logis, écarquillant les yeux, fixa l'inconnu désinvolte avec une rage indignée, mais Berlioz demanda non sans un ricanement torve « Par qui donc? Des ennemis, des blancs? Non !» répondit son interlocuteur. « Par une femme russe, une komsomol. » Oh, grogna Berlioz, agacé par la petite plaisanterie de l'inconnu. « Non, ça, pardonnez-moi, c'est peu vraisemblable. »« Moi aussi, pardonnez-moi, » répondit l'étranger, « mais c'est un fait. » Oui, je voulais vous demander, que ferez-vous ce soir, si ce n'est pas un secret? Il n'y a pas de secret. Je vais d'abord passer chez moi, rue Sadovaya, puis, à 10 heures du soir, nous avons au Massoli une réunion que je présiderai. Non, ça c'est absolument impossible, rétorqua fermement l'étranger. Mais pourquoi ça? Parce que, répondit l'étranger, et plissant les yeux, il regarda le ciel, où, pressentant la fraîcheur du vent, volaient sans bruit des oiseaux noirs. Anouchka a déjà acheté sa bouteille d'huile, et non seulement elle l'a achetée, mais elle l'a renversée, si bien que la réunion n'aura pas lieu. Là, comme on le comprendra sans peine, il y eut un silence sous les tilleuls. « Pardon ?» reprit Berlioz après un temps, lorgnant cet étranger qui racontait n'importe quoi. « Mais quel rapport avec l'huile? Et quelle Anouchka ?» « Le rapport avec l'huile, c'est ça » intervint soudain Sans-Logis, qui visiblement avait décidé de déclarer sa propre guerre à l'inconnu. « Vous n'auriez pas, citoyen, déjà fait un séjour dans une clinique pour malades mentaux ?»« Ivan !» s'exclama à mi-voix Mikhail Alexandrovitch, mais l'inconnu, sans se vexer le moins du monde, éclata d'un rire joyeux. « Mais si, et plus d'une fois !» s'écria-t-il en riant, mais sans quitter le poète de son œil qui ne riait pas. « Où n'ai-je donc pas été ? Dommage seulement que je n'ai pas eu l'idée de demander au professeur ce que c'était que la schizophrénie. Du coup, vous, peut-être, vous le lui demanderez, Ivan Nikolaïevitch. D'où vous savez mon nom? Voyons, Ivan Nikolaïevitch, mais qui ne vous connaît pas. Sur ce, l'étranger sortit de sa poche le dernier numéro de la Gazette littéraire, et Ivan Nikolaïevitch vit à la une son effigie avec, dessous, des poèmes de son cru. Mais cette preuve de gloire et de popularité qui le réjouissait la veille encore, cette fois-là, fut loin de réjouir le poète. « Je m'excuse, » dit-il, et son visage s'assombrit. « Vous ne pourriez pas attendre une petite minute, je voudrais dire 2 mots à mon camarade. »« Oh, avec plaisir » s'exclama l'inconnu. « On est si bien ici, sous les tilleuls, et d'ailleurs, j'ai tout mon temps. »« Dites donc, Micha, » chuchota le poète en tirant Berlioz de côté, « c'est tout sauf un touriste. C'est un espion, c'est un émigré russe, en mission chez nous. Demande-lui ses papiers, sinon il va filer. »« Tu crois ?» chuchota Berlioz avec inquiétude, et en même temps il pensa « Mais c'est qu'il a raison. »« Ça, tu peux me faire confiance, » lui glissa le poète dans l'oreille. « Il fait l'innocent pour nous tirer les vers du nez. Tu vois comme il parle russe ?» Le poète parlait et s'assurait que l'inconnu ne mettrait pas les bouts. « Retenons-le, ou bien il va filer. » Et le poète, tirant Berlioz par le bras, le ramena vers le banc. L'inconnu n'était plus assis, il s'était levé, tenant à la main une espèce de petit livret sous couverture gris souris, une grosse enveloppe de papier épais et une carte de visite. « Pardonnez-moi si dans le feu de la discussion j'ai oublié de me présenter. Voici ma carte, mon passeport et mon invitation à me rendre à Moscou au titre de consultant, » dit fermement l'inconnu, perçant du regard les 2 hommes de lettres. Ils se troublèrent. « Diable, il a tout entendu, » pensa Berlioz, et il fit savoir d'un geste courtois qu'il n'y avait aucun besoin de montrer ses papiers. Le temps que l'étranger essaie de les fourrer dans la main du rédacteur en chef, le poète put distinguer sur la carte le mot « professeur » imprimé en caractères étrangers et la première lettre d'un nom de famille, un W. « Enchanté » marmonna le rédacteur en chef, penaud, et l'étranger remit ses papiers dans sa poche. Les relations étant rétablies, tous 3 se rassirent sur leur banc. « Vous êtes invité chez nous en qualité de consultant ?» demanda Berlioz. « Oui, de consultant. »« Vous êtes allemand ?» demanda Sans-Logis. « Moi ?» s'étonna le professeur, et il resta soudain pensif. « Oui, je crois, on peut dire ça, allemand, » dit-il. « Le russe,
Vous le parlez drôlement bien, remarqua sans logis. Oh, en général, je suis polyglotte, et je connais une très grande quantité de langues, répondit le professeur. Et quelle est votre spécialité? S'enquit Berlioz. Je suis spécialiste en magie noire. Ah ça alors, se dit Mikhail Alexandrovitch, qui ressentit comme une espèce de choc. Et c'est cette spécialité-là qui vous a valu d'être invité chez nous? Demanda-t-il en bégayant. Oui, c'est pour ça que j'ai été invité, confirma le professeur, et il expliqua. Ici, dans la bibliothèque d'État, on a découvert les manuscrits originaux du nécromancien Gerbert d'Aurillac, datant du Xe siècle. Et donc, on me demande de les déchiffrer. Je suis le seul spécialiste au monde. Ah ah. Vous êtes historien? Demanda Berlioz, avec un grand soulagement et du respect. Je suis historien, confirma le savant, et il ajouta, à brûle-pourpoint, « Ce soir, aux étangs du Patriarche, il va se passer une histoire intéressante. » Et à nouveau, le rédacteur en chef et le poète furent fort surpris, mais le professeur les attira vers lui et, comme il se tenait penché, il chuchota. « Sachez que Jésus a existé. » « Voyez-vous, professeur, répliqua Berlioz avec un sourire contraint, « nous respectons votre grand savoir, mais nous-mêmes sur cette question nous avons un point de vue différent. » « Mais il n'y a pas de point de vue à avoir, répondit l'étrange professeur. Il a juste existé, un point c'est tout. Mais il faut une preuve, commença Berlioz. Il n'y a aucun besoin de preuve, répondit le professeur, et il se mit à parler à voix basse tandis que son accent, allait savoir pourquoi, disparaissait. C'est tout simple. Couvert de sa cape blanche, à doublure rouge sang, marchant d'une démarche traînante de cavalier, tôt, le matin du 14 du mois printanier de Nisan.